Imaginez ceci. Au moment le plus difficile de votre vie, vous regardez autour de vous. Il n'y a personne. Aucune main ne se tend. Aucune voix ne se fait entendre. Juste vous et ce silence. Et à cet instant précis, une voix intérieure vous demande « Qui suis-je quand je suis seul ?» Selon Jung, cette question même, est celle qui détermine le cours de votre vie. Car ceux qui survivent en l'absence de toute autre personne ne sont pas ceux qui puisent leur force dans le monde extérieur. Ce sont ceux qui ont entrepris un voyage intérieur. Aujourd'hui, je vais vous en parler. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, et je souhaite que vous y répondiez honnêtement, car la suite de cette vidéo repose sur cette honnêteté. Avez-vous déjà ressenti cela dans votre vie? Vous avez tout fait correctement, vous avez été loyal, vous avez travaillé dur, vous avez fait des sacrifices, vous vous êtes donné à fond, vous avez su vous taire quand il le fallait, vous avez paru fort quand il le fallait. Et un matin, vous vous réveillez les mains vides, sans gratitude, sans soutien, sans même un merci d'être là. Juste vous, cette pièce silencieuse et cette étrange impression qui grandit en vous, je ne méritais pas ça. Si ce sentiment vous est familier, ce n'est pas un hasard si vous êtes là aujourd'hui. Car ce sentiment précis est, selon Jung, le signe que vous vous trouvez à un tournant décisif de votre vie. Et la plupart des gens ne s'arrêtent pas à ce moment-là pour regarder en arrière. La plupart accélèrent le rythme. Plus de travail, plus d'agitation, plus de monde, plus de bruit, car s'arrêter est dangereux. S'arrêter, c'est laisser remonter à la surface tout ce qui s'est accumulé en vous. Et voir ces choses, vraiment les voir, exige un courage auquel la plupart des gens ne sont pas préparés. C'est précisément à ce point de rupture que la plupart des gens empruntent l'un des deux chemins suivants. Soit ils se tournent vers l'extérieur, blâmant quelqu'un, blâmant le monde, placent la phrase « personne ne me comprend » au centre de leur vie et passent des années à tourner en rond autour de cette idée. Soit ils se tournent vers l'intérieur, et ceux qui se tournent vers l'intérieur découvrent quelque chose de complètement différent. Jung appelait cela l'individuation. Mais nous n'avons pas besoin de lui donner un nom maintenant, car les noms nous éloignent parfois de la réalité. L'abstrait crée le sentiment que c'est un concept qui appartient aux autres, pas à moi. Il nous suffit maintenant de comprendre que reste-t-il quand personne n'est là pour vous, quand il n'y a personne autour, aucun regard pour vous approuver ou vous rejeter, quand vous n'avez plus à jouer un rôle, quand vous n'avez plus à répondre « je vais bien » à la question « et vous, que reste-t-il » Cette question semble simple, mais la réponse est lourde de sens, car selon Jung, la grande majorité des gens vivent sans jamais se la poser. Ils existent toujours dans un rôle, toujours dans un contexte, toujours sous le regard d'autrui. Et un jour, ces rôles disparaissent, ce contexte se dissout, ses regards se détournent, et à cet instant, la personne est véritablement seule. Et dans cette solitude profonde, certains se sentent perdus, car ils ont toujours appris qui ils étaient de l'extérieur. Ils se sont construits à partir des réactions, de l'approbation et des attentes des autres. Et lorsque ce miroir se brise, il ne reste plus rien à regarder à l'intérieur. Mais Jung dit ceci, « Ce sentiment d'être perdu n'est pas une fin. C'est peut être le premier véritable commencement, car ce n'est que lorsque les voix extérieures se taisent que la voix intérieure peut se faire entendre. Ce n'est que lorsque les rôles se dissolvent que le vrai soi commence à émerger. Mais c'est seulement en l'absence de toute autre personne que l'on peut se confronter à soi-même. Et cette confrontation, aussi douloureuse soit-elle, est la seule véritable porte d'entrée vers la transformation. Vous vous demandez sans doute comment se produit ce repli sur soi. Que faire exactement? Je comprends cette question, car repli sur soi semble très abstrait, très vague, très facile à dire, mais difficile à mettre en pratique. Mais ce que Jung décrit commence en réalité par une observation très concrète. Observez ce qui vous déclenche. Quand vous mettez-vous en colère? Quand un détail vous bouleverse-t-il de façon disproportionnée? Quand une phrase, un regard, un silence créent-ils un vide immense en vous? Ces moments, ces instants déclencheurs sont les repères sur la carte intérieure, et lorsque vous êtes seul, c'est dans la plus grande pureté que vous pouvez les observer. Personne ne vous regarde, personne ne vous juge, vous n'avez pas à jouer la comédie, juste vous et cette sensation. Et accueillir cette sensation, sans la combler, sans la repousser, sans la refouler, simplement la laisser là, c'est la première et la plus importante étape du repli sur soi. Réussir dans la vie quand on est seul ne commence pas par attendre un soutien extérieur. Cela commence par établir des fondations solides en soi. Et pour établir ces fondations, il faut d'abord voir ce qui est là. En écoutant tout cela, vous avez être ressenti quelque chose comme « oui, c'est moi, je vis cela » ou « je l'ai vécu ».
Si c'est le cas, continuez. Car dans le reste de cette vidéo, nous explorerons ensemble, étape par étape, comment établir ces fondations, comment reconnaître ce monde intérieur, et ce que signifie rester digne même en l'absence de toute autre personne, guidé par la pensée de Jung. L'un des concepts les plus importants de Carl Jung est celui de persona. Sans le comprendre, il est impossible de saisir pourquoi on peut se sentir si perdu en solitaire. Persona signifie masque en latin, et à la première écoute, on pourrait penser « Je ne porte pas de masque, je suis honnête, je suis moi-même ». Mais Jung parle de quelque chose de bien plus profond. Une persona n'est pas simplement un faux semblant que l'on arbore consciemment. C'est une couche d'identité que l'on a développée au fil des ans pour survivre en société, à laquelle on est tellement habitué qu'elle nous paraît désormais naturelle. Il y a le vous au travail, calme, professionnel, maître de la situation. Il y a le vous en famille, fort, non conflictuel, du genre « je gère ». Il y a le vous aux yeux de ses amis, joyeux, toujours prêt à rendre service, répondant systématiquement « ça va » à la question « et toi ?» Et tout cela paraît réel, parce que vous le portez depuis si longtemps qu'il est devenu difficile de distinguer où s'arrête la réalité et où commence le masque. Mais Jung dit « ces masques ne révèlent pas qui vous êtes, mais comment vous voulez paraître ou comment vous pensez devoir paraître. Et cette différence, cette petite mais essentielle différence, change tout. Réfléchissez, pourquoi ces masques se forment-ils? Pas par hasard. Chacun naît d'un besoin. Quand vous étiez enfant et que vous vous mettiez en colère, votre entourage était mal à l'aise. Vous restiez silencieux. Le masque du calme commençait à se former. Quand vous vous sentiez faible, que l'on ne vous prenait pas au sérieux, vous paraissiez fort. Le masque de la force se renforçait. Quand vous posiez des limites, qu'on vous traitait d'égoïste, vous cédiez. Le masque de la soumission s'installait. Et avec le temps, ces masques deviennent si superposés, si imbriqués, que personne, vous y compris, ne peut voir ce qui se cache en dessous. Et c'est là que le vrai problème commence, car les masques consomment de l'énergie. Porter cette identité, se conformer à ce rôle, répondre à cette attente chaque jour, épuise une quantité considérable d'énergie. Et la plupart des gens ne remarquent pas cette perte d'énergie car la fatigue est devenue si chronique qu'elle paraît normale. On se dit « je suis déjà épuisé ». La vie est tellement dure, pourrait-on ajouter. Mais Jung nous interroge. Et si cette lassitude ne provenait pas du poids de la vie elle-même, mais du prix à payer pour essayer d'être quelqu'un d'autre chaque jour? Le problème se complique alors. Une personne qui porte ce masque depuis des années est contrainte de l'enlever un jour, seule. Que ce soit par épuisement, par nécessité, ou parce que la vie les accule au point de les rendre incapables de fonctionner, ce moment, celui où le masque tombe, est un choc terrible pour la plupart des gens. Car ils ignorent ce qui se cache en dessous. Il peut y avoir une colère refoulée, un cri étouffé depuis des années, des centaines de « arrête, je suis fatigué, eux aussi, tus », une question sans cesse reportée « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Et quand personne n'est là, tout cela remonte à la surface. La plupart des gens paniquent à ce moment-là. Ils se noient immédiatement dans leurs émotions. Ils consultent leur téléphone, regardent leurs écrans, s'occupent, fuient, parce que ce sentiment est inhabituel. Il semble incontrôlable, voire menaçant. Or, selon Jung, la fuite ne fait que renforcer ces sentiments. Ce que vous refoulez vous contrôle. Ce que vous refusez de voir vous guide. Et quand on est seul, le plus grand danger ne vient pas de l'extérieur, mais de ce qu'on abandonne et dont on fuit. Alors, que faire? Jung est très clair. D'abord, prendre conscience. Il est facile de dire « enlever le masque », mais comment? On peut commencer par cette question. Si personne ne me regardait, si je n'avais besoin de l'approbation de personne, que ferais-je aujourd'hui? Comment parlerais-je? À quoi dirais-je non? À quoi dirais-je oui? Si ces questions vous troublent, c'est très significatif, car le malaise indique à quel point le masque vous a éloigné de votre véritable nature. Et plus le malaise est grand, plus cette distance intérieure est profonde. Réussir dans la vie quand on est seul commence par affronter cette distance. Vous n'êtes pas obligé de retirer le masque d'un coup, cela ne se fait pas en un jour, et ce n'est pas nécessaire. Mais vous pouvez au moins prendre conscience de ceci. Aucun des rôles que vous jouez n'est un choix. Certains vous ont été appris, d'autres vous ont été imposés, d'autres encore sont des réflexes de survie. Et cette prise de conscience, cette petite mais profonde prise de conscience, est la deuxième étape du retour à l'intérieur. Souvenez-vous de la première étape. Observez ce qui vous déclenche. La deuxième étape est ici. Voir quel masque se fissure lors de ces moments déclencheurs. Car les endroits où vous êtes le plus sensible
sont ceux où les masques sont les plus fins. Et ce qui est fin est fragile. Ce qui est fragile est ouvert à la transformation. Selon Jung, la transformation commence là, à l'intérieur même des fissures. Il est temps d'aborder le concept peut être le plus puissant, le plus transformateur et, paradoxalement, le plus évité de Jung, l'ombre. Précisons d'emblée que lorsque vous entendez le mot ombre, n'imaginez pas quelque chose de sombre, de dangereux ou de maléfique, car ce n'est pas ce que Jung entendait par là, et mal comprendre ce concept est plus dangereux que de le comprendre. L'ombre n'est pas votre part d'ombre. L'ombre, c'est tout ce que vous avez mis de côté comme inacceptable au fil des années, tout ce que vous avez refoulé comme incapable de ressentir cela, tout ce que vous avez rejeté et enfoui comme incapable d'être comme ça. Cette définition peut encore paraître abstraite, alors concrétisons-la. Un jour, vous avez ressenti une émotion très forte, vous avez partagé votre joie, et on vous a dit « tu exagères » et vous vous êtes tu. Cette émotion a disparu dans votre ombre. Tu voulais poser des limites, tu voulais dire non, et on t'a répondu « tu seras égoïste, tu seras ingrat », et tu as abandonné. Cette force s'est évanouie. Tu étais en colère, profondément et légitimement en colère, et on t'a dit « calme-toi, les adultes ne font pas ça », et tu as ravalé ta colère, elle s'est estompée. Tu voulais pleurer, mais tu t'es retenu pensant « tu auras l'air faible ». Cette vulnérabilité s'est estompée. Tu voulais être différent, tu pensais différemment, tu ressentais les choses différemment, mais on t'a dit « tout le monde le fait, pourquoi es-tu différent ?» Et cette différence, cette originalité, cette voix authentique se sont estompées. Et ce processus s'est répété non pas une fois, ni 10 fois, mais des centaines de fois. À chaque répression, à chaque silence forcé, à chaque « je ne devrais pas ressentir ça », l'ombre grandissait, silencieusement, invisiblement, mais sans cesse. Remarquez ceci, lorsque vous êtes seul, véritablement et complètement seul, cette ombre se met à parler. Soudain, la colère vous envahit contre le passé, contre des années passées, contre une blessure que vous pensiez guérie depuis longtemps. Vous vous sentez triste sans raison apparente, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit, mais un poids inexplicable pèse sur vous. Vous éprouvez un étrange vide, tout semble à sa place, mais il manque quelque chose est incomplet. Ou, à l'inverse, un détail vous submerge, une réaction disproportionnée, une colère inattendue, puis cette sensation familière. Pourquoi ai-je fait ça? Ce n'est pas un hasard. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Ce sont les voix d'une partie de vous-même que vous avez ignorée pendant des années. Et l'erreur que la plupart des gens commettent à ce stade, la plus courante, la plus compréhensible, mais aussi la plus coûteuse, est de tenter de faire taire cette voix. Plus d'agitation, plus de contrôle, plus de « ça va aller, ça va passer ». Mais Jung dit « si vous n'intégrez pas votre ombre, elle vous contrôle ». Relisez cette phrase, car elle est riche de sens. Si vous ne l'intégrez pas, c'est à dire si vous ne la reconnaissez pas, ne l'acceptez pas, ne l'affrontez pas, elle vous contrôle. Vous croyez vous contrôler, mais en réalité, c'est un sentiment, une peur, une croyance enfouie depuis des années qui vous domine. Inconsciemment, vous reproduisez les mêmes schémas relationnels. Inconsciemment, vous commettez les mêmes erreurs. Vous vous sabotez sans le savoir. Juste au moment où de bonnes choses sont sur le point d'arriver, juste au moment où une opportunité s'offre à vous, quelque chose en vous vous retient. Et vous vous demandez « Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours ?» La réponse de Jung est brutale, mais libératrice. Parce qu'il y a encore en vous quelque chose que vous refusez de voir, et la vie vous oblige à l'affronter. Les schémas récurrents ne sont pas des coïncidences. Ce sont les traces d'une ombre non intégrée. Alors, que signifie affronter son ombre? Ce n'est pas un processus grandiose, dramatique et destructeur. Jung le décrit comme une forme de témoignage honnête. Cela signifie se demander « qu'est-ce qui chez les autres me dérange le plus ?» Accordez de l'importance à cette question, car ce qui vous agace, vous met en colère ou vous perturbe le plus chez les autres est souvent le reflet de votre propre part d'ombre. Si vous ne supportez pas l'assurance de quelqu'un, c'est peu être le reflet de votre propre confiance en vous refouler. Si vous vous offusquez que quelqu'un pose des limites, c'est peu être le reflet de limites que vous n'avez jamais su vous fixer. Si la colère de quelqu'un vous dérange, c'est peu être le reflet de votre propre colère enfouie. Jung appelle cela la projection. Nous voyons et jugeons à l'extérieur ce que nous ne pouvons accepter à l'intérieur. Et cette prise de conscience, la reconnaissance de ces moments de projection, est l'un des points de départ les plus concrets pour travailler sur son ombre.
Vous n'avez pas besoin de détruire votre ombre pour réussir dans la vie, quand personne n'est à vos côtés. Vous ne pouvez de toute façon pas la détruire. Mais vous pouvez la reconnaître, dire « Oui, cela fait aussi partie de moi, je l'ai refoulée, je l'ai enfouie. » Mais elle est toujours là, n'est pas un signe de faiblesse. C'est être l'affirmation la plus courageuse qu'une personne puisse se faire à elle-même. Car tout ce qui reste dans l'ombre prend de l'ampleur. Mais lorsqu'on l'éclaire, lorsqu'on le reconnaît, lorsqu'on se dit « Tu fais aussi partie de moi », cette force ne se dissipe pas, elle se transforme. Et ce qui transforme ne vous brise pas, il vous intègre. C'est précisément ce que Jung appelle l'individuation. Se reconnaître comme un tout, sans rejeter, fuir ni refouler ses différentes parties. Et cette plénitude est le seul véritable fondement qui vous soutient, même lorsque personne n'est à vos côtés. Jusqu'ici, nous avons parlé de masques, d'ombres, de la façon dont tout ce qui est refoulé s'accumule et ressurgit. Mais nous allons maintenant aborder une distinction cruciale. Peut être le point le plus concret et le plus tangible de cette vidéo. Car ce que j'ai décrit jusqu'ici vous amène être à vous demander « Alors que vais-je faire? Comment vais-je voir mon ombre? Comment vais-je reconnaître mon masque? Comment vais-je me tourner vers l'intérieur ?» La réponse à toutes ces questions se cache en réalité dans un seul concept, la solitude. Mais attention, car lorsque je parle de solitude, je vais parler de l'exact opposé de ce à quoi la plupart d'entre vous pensent. Il existe deux formes de solitude, et la différence entre les deux peut soit ruiner, soit transformer une vie. La première est la solitude imposée. Vous avez été abandonné, incompris, exclu, mis à l'écart, où la vie vous a conduit à un point où, entouré de gens, personne ne vous voit vraiment, personne ne vous entend vraiment, personne ne vous comprend vraiment. Cette solitude s'ouvre comme une plaie. Elle survient soudainement, parfois on la remarque progressivement, parfois tout bascule du jour au lendemain, et au réveil, on se retrouve plongé dans ce vide. Et cette solitude-là est vraiment pesante. Je ne la minimise pas, je ne nie pas cette douleur. Mais Jung dit que même au sein de cette solitude, il existe un choix. Et ce choix nous conduit à une autre forme de solitude, la solitude choisie. C'est le moment où l'on se tourne consciemment vers l'intérieur, où l'on se retrouve seul avec soi-même, où l'on utilise le silence non comme une fuite, mais comme un outil, où l'on coupe consciemment le bruit du monde extérieur et où l'on écoute sa voix intérieure. La différence entre ces deux types de solitude ne réside pas dans des conditions objectives, mais dans l'intention et l'attitude. On peut se retrouver assis dans la même pièce silencieuse. Pour une personne, cette pièce ressemble à une prison, pour une autre, à un temple. La différence n'est pas extérieure, mais intérieure. Et Jung affirme que dans la seconde moitié de la vie, c'est à dire chez ceux qui ont vraiment éprouvé le poids de l'existence, les pertes réelles, les effondrements profonds, la plus grande transformation s'opère dans cette solitude choisie. Pourquoi? Parce que dans ce silence véritablement profond, la voix authentique de l'être humain se fait entendre. La voix des attentes d'autrui s'éteint. Le bruit de ces voix intérieures qui disent « Tu devrais faire ceci, tu devrais avoir cette apparence, tu devrais te sentir comme ceci » diminue. Et en dessous peut être inaudible depuis des années, peut être réduite au silence depuis l'enfance, votre voix commence à émerger. Maintenant, concrétisons cela, car la solitude choisie peut aussi paraître abstraite. Il ne s'agit pas d'escalader une montagne, ni de s'enfermer dans un monastère. Il s'agit de passer 5 minutes, 10 minutes, chaque jour, téléphone éteint, sans consommer aucun contenu, simplement seul avec soi-même. Et que ferez-vous pendant ces 5 minutes? Rien. Vous observerez simplement. Que ressentez-vous? Où se situe le blocage? À quoi évitez-vous de penser? Quelle émotion frappe à votre porte sans que vous lui ouvriez? Selon Jung, cette pratique de la pleine conscience est l'équivalent quotidien du cheminement vers l'individuation. Les grandes transformations ne se produisent pas en un instant, mais par l'accumulation de petits moments de conscience. Il faut aussi préciser que la solitude choisie est d'abord déstabilisante, très déstabilisante même, car lorsque vous vous asseyez en silence, tout ce qui s'est accumulé en vous aspire à remonter à la surface. Cette ombre veut parler, ce sentiment refoulé veut être entendu, cette question restée sans réponse vous attend. Et cette première rencontre peut sembler accablante. Vous pourriez vous dire « Je n'y arriverai pas, ce n'est pas pour moi ». Mais Jung nous rappelle, ce sentiment d'accablement n'est pas un signe de danger, mais le signe que l'intégration a commencé. L'eau stagne là où elle s'accumule, mais elle purifie lorsqu'elle coule. Lorsque ce qui est refoulé remonte à la surface, cela paraît d'abord complexe. Mais une fois reconnu, cela trouve sa place. Alors,
Où intervient cette différence cruciale entre réagir et observer? Précisément dans ces moments de solitude choisis, quand quelque chose se déclenche en vous en l'absence de témoins, cette colère passagère, cette tristesse soudaine, cette sensation familière, arrêtez-vous. Ne la comblez pas immédiatement. Ne la rejetez pas d'emblée. Ne passez pas aussitôt à autre chose. Demandez-vous simplement, que me dit cette sensation? D'où vient-elle? L'ai-je déjà ressentie? Et qu'ai-je fait alors? Ces questions vous font passer d'une attitude réactive à une attitude de choix. Et cette différence, cette petite mais profonde différence, change tout avec le temps. Car réagir est automatique, cela se nourrit d'une blessure ou d'une peur du passé. Cela vous maintient dans le passé, vous empêchant d'être dans le présent. Mais observer, c'est rester dans le présent. Choisir, c'est la liberté. Et cette liberté est la seule vraie liberté que personne ne peut vous donner et que personne ne peut vous enlever. Réussir dans la vie quand personne n'est de votre côté commence précisément par la construction de cette liberté. Même si le monde extérieur change, que les gens vont et viennent, que les circonstances sont bonnes ou mauvaises, si cet observateur silencieux, cette part de vous qui choisit, demeure, vous demeurez debout. Je dois vous interrompre ici, car ce que j'ai dit jusqu'ici risque d'être mal compris, et ce malentendu est crucial, car s'il a lieu, tout notre cheminement prendra une direction complètement différente. Quand on parle de force intérieure, d'inébranlabilité, la plupart des gens pensent être devenu insensible à tout, être de pierre, être froid, être intouchable, se construire un monde intérieur cerné de murs, impénétrable, où rien ne peut nous ébranler. Et cette idée est tout à fait compréhensible, car pour quelqu'un qui a suffisamment souffert, suffisamment déçu, l'idée de ne plus rien atteindre est extrêmement séduisante. Mais Jung est très clair à ce sujet, et écoutez bien cette phrase. L'inébranlabilité n'est pas l'indifférence. L'inébranlabilité, c'est être touché et conserver sa capacité de choix. La différence entre les deux est comparable à celle entre une montagne et un rocher. Le rocher paraît dur, mais sous une force suffisante, il se brise, se fissure, s'effrite. La montagne pourtant traverse toutes les saisons. La neige tombe, les tempêtes passent, la boue coule, mais elle demeure. L'immuabilité, c'est être comme une montagne. Il ne s'agit pas d'être insensible à tout, mais de garder son équilibre même après avoir été affecté. Et cet équilibre ne se construit pas de l'extérieur. On ne peut le consolider en recherchant l'approbation, en cherchant à être rassuré ou en s'entourant de gens. Car le monde extérieur est en perpétuel changement. Les gens partent, les circonstances changent, les approbations se retirent, les assurances disparaissent. Un équilibre ancré dans l'extérieur sera ébranlé par ces changements. Mais un équilibre ancré à l'intérieur, cette profonde intimité que vous avez établie avec votre être véritable, restera inébranlable même en l'absence de toute autre personne. Selon Jung, la véritable intégration, ou individuation, n'efface ni les peurs ni les souffrances. C'est crucial, car la plupart des discours de développement personnel promettent « Si vous suivez ces étapes, vous n'aurez plus peur, vous ne souffrirez plus, vous ne serez plus affecté par vos émotions. » Mais c'est un mensonge. Croire à ce mensonge vous rend plus vulnérable, car, au moindre déclencheur, vous commencez à vous juger, à penser « Pourquoi est-ce que je ressens encore cela? J'avais surmonté ça. » Jung affirme exactement le contraire. Il reconnaît les émotions, les accepte, leur fait une place, mais refuse d'être contrôlé par elles. Voilà la différence. Et pour mettre cette différence en pratique, j'aimerais aborder 3 principes fondamentaux. Ce ne sont pas des concepts théoriques, mais 3 attitudes concrètes qui fonctionnent dans la vie réelle, sous pression réelle, même en l'absence de témoins. Premièrement, le fait d'être témoin, s'observer soi-même comme un observateur. C'est facile à dire, mais cela demande une compréhension plus profonde. Être témoin, ce n'est pas dire « je suis en colère en ce moment ». Être témoin, c'est dire « il y a de la colère en moi et j'observe cette colère ». Cette petite nuance de langage correspond en réalité à une différence fondamentale de conscience. Dans le premier cas, vous vous identifiez à la colère vous définit. Dans le second, vous êtes toujours présent, tandis que la colère vous traverse. Cette distinction réside dans la différence entre une émotion qui vous pousse à réagir automatiquement et un choix que vous faites en vous observant. En vous observant, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Que ressens-je en ce moment? Où se situe cette sensation? Est-ce dans ma poitrine, ma gorge, mon estomac? Quand a-t-elle commencé? L'ai-je déjà ressenti? Se poser ces questions ne fait pas disparaître l'émotion, mais la rend plus gérable. Cela la définit, en fixe les limites
et l'empêche ainsi de vous submerger. Deuxièmement, l'acceptation. C'est peut être le principe le plus mal compris, car l'acceptation est souvent perçue comme se rendre, céder, abandonner. Mais l'acceptation dont parlait Jung est exactement l'inverse. La phrase « je ne devrais pas me sentir comme ça » est l'une de vos plus grandes sources de gaspillage d'énergie et vous devez la reconnaître. Vous vous mettez en colère et vous dites immédiatement « je n'aurais pas dû me mettre en colère ». Vous êtes triste et vous dites immédiatement « je n'aurais pas dû être aussi affecté ». Vous avez peur et vous dites immédiatement « je dois surmonter cette peur ». Ces affirmations de besoin indiquent que vous luttez contre votre réalité. Et lutter contre la réalité est toujours une bataille perdue d'avance. Vous le ressentez, c'est réel. Ce sentiment existe en ce moment même. Et faire la paix avec cette réalité, dire « oui, je ressens cela en ce moment, c'est ce que je vis actuellement », n'est pas une faiblesse. C'est poser les bases. Car ce n'est qu'en acceptant ce qui est que la capacité de choisir ce qui sera s'ouvre à vous. Tant que vous le rejetez, ce sentiment vous contrôle. Lorsque vous l'acceptez, vous pouvez l'observer. Troisièmement, le choix. Et ce troisième principe s'appuie sur les deux autres. Sans observation et acceptation, le véritable choix est impossible. Chaque réaction a une alternative. Chaque comportement automatique a une pause. Mais pour voir cette pause, vous devez d'abord vous observer, puis reconnaître vos sentiments. Ce n'est qu'alors, dans ce bref mais crucial instant, que vous pouvez vous poser la question « que faire maintenant ?» Vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, et ce n'est pas un hasard. Ce genre de contenu n'est pas vu par tout le monde, et tout le monde ne va pas jusqu'ici. À un moment donné, la plupart des gens passent à autre chose, à quelque chose de plus facile, de plus amusant, de plus superficiel. Mais vous êtes là, et c'est un signe discret mais puissant. Quelque chose en vous a besoin de cette conversation. Vous êtes prêt pour ce voyage. Prenons un peu de recul et considérons ensemble le parcours de cette vidéo dans son ensemble. Car, prise individuellement, chaque partie peut sembler un concept distinct, mais en réalité, elles font toutes partie d'un tout. Et je veux que ce tout soit clair maintenant. Nous avons commencé avec cet homme seul, ce point de rupture, ce matin où il n'avait rien, ce sentiment de « je ne méritais pas ça ». Et là, nous avons vu ceci. Ceux qui survivent quand personne d'autre n'est là ne sont pas ceux qui puisent leur force à l'extérieur, mais ceux qui ont entrepris un voyage intérieur. Puis nous sommes arrivés au masque, au personnage, ces couches d'identité que nous portons depuis des années, auxquelles nous sommes si habitués qu'elles nous semblent réelles. Et là, nous avons réalisé, le masque exige de l'énergie, il crée une distance, et un jour il tombera, et ignorer ce qui se cache en dessous est source de notre plus grande vulnérabilité. Alors, nous sommes descendus dans l'ombre, dans tout ce qui est resté dans les ténèbres, dans la colère refoulée, la vulnérabilité enfouie, les limites que nous avons enterrées, les parts de nous-mêmes rejetées. Et là, nous avons appris, si l'on n'intègre pas son ombre, elle nous contrôle. Mais lorsqu'on la reconnaît, lorsqu'on peut dire « tu fais aussi partie de moi », cette ombre perd de son pouvoir et se transforme. Nous avons ensuite parlé de deux types de solitude, la solitude imposée et la solitude choisie. Et là, nous avons compris, le même silence peut être une prison pour l'un et un temple pour l'autre. La différence n'est pas extérieure mais intérieure. Dans la solitude choisie, le masque tombe, l'ombre s'exprime et la vraie voix se fait entendre. Et enfin, nous avons bâti notre inébranlabilité, avec trois principes, le témoignage, l'acceptation, le choix. Non pas être insensible, mais être affecté et conserver sa liberté de choix. La clarté, pas l'armure, des racines, pas des murs, la profondeur, pas la rigidité. Maintenant, en observant tout cela, remarquez-vous quelque chose. Tout converge vers la même direction, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'autre vers soi, de la réaction au choix, du masque au vrai soi. Jung a dit, même si vous perdez tout ce qui vous entoure, il suffit de ne pas perdre quelqu'un à l'intérieur. À première vue, cette phrase peut sembler philosophique, voire abstraite, mais après avoir suivi le parcours complet de cette vidéo, elle prend un tout autre sens, n'est-ce pas? Car désormais, quelqu'un à l'intérieur n'est plus un concept abstrait. Cette personne, c'est vous sous le masque. C'est vous qui reconnaissez votre ombre. C'est vous qui entendez votre propre voix dans la solitude choisie. C'est vous qui savez vous arrêter, observer et choisir lorsque vous êtes interpellé. Et ce vous-même, ce vous véritable, entier et intégré, est celui qui triomphe dans la vie, même seul. Mais je dois aussi le dire, en toute honnêteté, ce cheminement est sans fin.
L'individuation n'est pas un projet que l'on peut achever et ranger sur une étagère un jour. La vie nous présente de nouveaux masques, de nouvelles ombres, de nouveaux moments déclencheurs à chaque nouvelle étape. Et à chaque fois, la même question se pose. Allez-vous réagir ou allez-vous choisir? Sachez ceci. Après avoir visionné cette vidéo et participé à cette conversation, vous pouvez désormais aborder cette question plus consciemment, car vous disposez maintenant d'un langage. Personnalité, ombre, projection, solitude choisie, témoignage. Ce ne sont plus de simples concepts, mais une carte intérieure. Et celui qui possède une carte ne se perd pas dans l'obscurité. Il peut ralentir, faire une pause, parfois s'égarer, mais il ne se perd pas. J'aimerais maintenant vous dire une dernière chose. Si quelque chose vous a marqué en regardant cette vidéo, une phrase, un concept, un moment, cet impact n'était pas fortuit. C'est le signe qu'une partie de vous dit « Oui, c'est moi ». Et prenez ce signe au sérieux. Car au cœur de la pensée de Jung se trouve ceci. La transformation ne commence pas par de grandes décisions, mais par de petits moments de prise de conscience. Et aujourd'hui, grâce à cette vidéo, vous avez vécu l'un de ces moments. Écrivez en commentaire « Aujourd'hui, je me choisis ». Ce n'est pas un jeu de mots, ni un slogan. C'est un engagement que vous prenez envers vous-même. Et les engagements deviennent plus concrets, plus profonds, plus durables lorsqu'ils sont écrits. Si vous avez trouvé ce contenu pertinent et souhaitez approfondir la philosophie transformative de Jung, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Chaque vidéo a un seul but, vous aider à trouver des fondements plus solides en vous. Ceci conclut notre vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.